Donc, si vous le voulez bien, on va pouvoir débuter très tranquillement. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du RISIC du 8 mai 2024. Mon nom est Marc-André Mercadot, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Mme Josée Côté et de Mme Céline Gélina qui sont directrices scientifiques pour le RISIC. Je vais vous présenter notre webinaire et nos conférencières dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler, comme lors de chacune de nos activités, que vous pouvez poser vos questions à nos conférencières tout au long de l'activité en utilisant la fonction QR, Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran, et ce, tout au long du webinaire. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai poser vos questions à nos conférencières. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre webinaire d'aujourd'hui et qui s'intitule « La synthèse thématique comme méthode de revue systématique qualitative » et il nous est présenté par Mme Émilie Hudon et Mme Maude-Christine Chouinard. Donc, Émilie Hudon est professeure au module de sciences infirmières du département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Chicoutimi. Infirmière de formation, elle a développé sa programmation de recherche sur les différentes clientèles en contexte de vulnérabilité à la suite de ses expériences cliniques. Plus spécifiquement, ses travaux de recherche de nature qualitative portent sur la conception de la vulnérabilité, les soins offerts à différentes clientèles en contexte de vulnérabilité, ainsi que la santé reproductive des personnes en contexte de vulnérabilité. Ces recherches visent à améliorer la qualité des soins des personnes vivant en contexte de vulnérabilité. Merci beaucoup, Mme Hudon, d'être avec nous. Et nous avons également avec nous Mme Maude-Christine Chouinard, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et professeure associée au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke. Elle est également chercheure régulière au Centre de recherche du CIUS du nord de l'île de Montréal, ainsi que membre régulière au sein du Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, RISIC, et du Réseau 1 Québec. Fort de son expertise comme infirmière clinicienne dans le système de la santé au cours des 30 dernières années, elle a également développé une expertise en recherche sur les pratiques infirmières pour les personnes atteintes de maladies chroniques ayant des besoins de santé complexes, dont la gestion de cas et les interventions de soutien à l'autogestion. Merci encore une fois infiniment à vous deux d'être présentes. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la période des échanges. Parfait. Donc, un grand merci au RISIC de nous avoir invités aujourd'hui à présenter le séminaire Émilie et moi. En fait, je remercie Émilie aussi de m'avoir invité. L'application, l'exemple qu'on va donner tout au long du webinaire, ça provient de ces travaux de doctorat que j'ai co-dirigés avec Catherine Hudon, professeure à l'Université de Sherbrooke, ainsi que Edith Ellefson de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est les travaux principalement d'Émilie, mais elle m'a invité à l'accompagner aujourd'hui. Puis je remercie aussi tout le monde qui sont là pour écouter le webinaire. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de synthèse thématique, là, qui est une approche de revue systématique qualitative particulière. Tout d'abord, Émilie et moi, nous n'avons pas de conflit d'intérêt par rapport aux informations qui vont vous être partagées aujourd'hui. Donc, ce qu'on va voir pendant le webinaire rapidement, différents types de revues systématiques, principalement les revues systématiques qualitatives, mais ça va être très rapide pour rapidement vous parler du type de revue systématique qui est mieux utilisé dans le cadre de ses études de doctorat, qui est la synthèse thématique. On sait que de plus en plus d'étudiants au cycle supérieur, on leur demande de faire des synthèses de connaissances dans le cadre de leur mémoire ou de leur thèse de doctorat. Donc, j'imagine que certains qui assistent à la rencontre aujourd'hui, qui sont intéressés pour ça. Il y a différentes façons de faire des synthèses qualitatives, mais on va présenter particulièrement la synthèse thématique. Vous parler des objectifs, la méthode. Émilie va consacrer beaucoup de temps à vous présenter l'exemple qui a été la synthèse thématique, la synthèse de connaissances qu'il y avait dans sa thèse de doctorat. Puis on va discuter des avantages et des défis de cette thèse thématique pour terminer avec une période de questions pour échanger avec vous. Donc, les objectifs, c'est de se familiariser avec la méthode de synthèse thématique telle que proposée par Thomas C. Harbin. On va aussi identifier les principaux éléments qui sont particuliers à cette approche-là, qui concernent l'évaluation de la qualité, puis aussi l'analyse thématique, puisqu'on parle d'une synthèse thématique qui est au cœur de la méthode.
Et finalement, on va pouvoir exposer, là, comme on l'a vécu en utilisant la méthode, là, certains avantages ou défis là, qu'on a relevés là, dans son application, sa mise en pratique dans le cadre de l'étude d'Émilie. Donc, des types de revues systématiques, il y en a plusieurs. La majorité, souvent, c'est des études quantitatives pour regarder l'efficacité ou encore l'étiologie ou toutes sortes de choses comme vous voyez là. Et ici, on va s'intéresser particulièrement aux revues expérientielles dites qualitatives. Il y a différentes façons de nommer ce groupe d'études de synthèse de connaissances qu'on parle de revues qualitatives. Il y en a qui parlent de synthèse d'évidence qualitative. Donc, le terme, et on a décidé d'aller avec le terme générique revue systématique qualitative. Je peux aller, c'est ça. Donc, ici, vous voyez au travers de tous les types de revues systématiques, la bulle, la branche de l'arbre qui est plus en haut à droite, qui concerne les revues qualitatives. Et on a différents noms aussi de revues qualitatives, de revues systématiques qualitatives, métasynthèse, etc. On peut aller du côté aussi méta-ethnographie. Mais nous, ce qui nous concerne particulièrement, c'est la dernière ici, qui était l'approche de synthèse thématique proposée par Thomas et Arden. Voilà, c'est ça. Tous les types sont repris ici. Là, c'est vrai, j'avais oublié bon. Comment est-ce qu'on peut décider de la méthode de revue systématique qualitative qu'on doit utiliser, qu'on devrait utiliser? Il y a ici Booth et des collègues qui ont proposé à l'aide de l'aide Retreat de se poser certaines questions en fonction justement de la question de recherche qui vont être abordées. Ça pourrait nous guider peut-être plus vers une méta-ethnographie, dépendamment de la question. C'est sûr qu'au cœur de ça, il y a aussi l'épistémologie, la vision comme chercheur que l'on a au sein de l'équipe de recherche qui vont aussi nous diriger vers une méthode. On doit considérer les contraintes logistiques, le temps qu'on a pour effectuer la revue, les ressources aussi puis l'infrastructure nécessaire, quelle sorte de structure informatique on a pour les articles, les trier, les retenir et les analyser. Il y a aussi la notion d'expertise au sein de l'équipe. Donc, il faut aller en fonction de nos expertises. L'audience visée aussi, est-ce qu'on veut quelque chose de plus pragmatique, quelque chose de plus théorique, puis en fonction aussi des données que l'on a à notre disposition, dépendamment du domaine et de là où les questions de recherche qui sont posées. Bon, la synthèse thématique, c'est similaire à l'analyse de l'ensemble des données qualitatives primaires. Ça implique néanmoins le codage systématique des données et la génération de termes descriptifs et analytiques. Donc, dans la démarche, quand on a regardé les différentes méthodes, c'est sûr que l'aspect descriptif, mais aussi analytique, interprétatif, était une de nos considérations par rapport à l'approche. Juste pour vous parler brièvement, on voit ici différents termes qui sont analysés, là, avec l'approche de synthèse thématique. Et on voit qu'il y a beaucoup d'études principalement pour les perspectives et les expériences des personnes. Un des aspects qu'Émilie avait dans sa thèse de doctorat. Puis aussi certaines perspectives sur les interventions, des expériences. Donc, c'est les deux sujets ou objectifs là, qui sont visés pour lesquels qu'on le retrouve le plus dans le cadre de synthèse thématique. Donc, je vais laisser Émilie poursuivre avec qui c'est elle qui va vous exposer les particularités de l'approche. OK. En fait, ce qu'on trouve intéressant, bon, les caractéristiques, c'est que ça fait souvent un mélange au niveau de la méta-ethnographie, la théorisation ancrée.
Puis, donc, on est quand même, à l'origine, la méthode a été développée à partir des méthodes qualitatives. Puis aussi, on fait l'utilisation d'un logiciel de codage informatique qui est dans ce cas-ci le in vivo. Donc, c'est vraiment ce qui est recommandé dans cette méthode de synthèse thématique. Pardon, je cherche ma souris. OK. Au niveau des caractéristiques, c'est beaucoup dans l'interprétation, en fait, c'est d'aller au-delà des études primaires, c'est-à-dire oui, il y a une partie, je vais vous le présenter dans le codage, qui est basée directement, les premières étapes sont tout près des résultats, puis par la suite, on essaie d'aller un petit peu plus au-delà des résultats, donc aller plus dans l'interprétation pour aller voir les liens qui sont possibles de ressortir finalement. Donc, c'est plus grand que la somme de ces parties finalement. Au final, c'est ce qu'on veut, c'est rassembler toutes les études ensemble pour faire une interprétation globale. Il y a 3 objectifs qui sont notamment visés par la synthèse thématique qui sont soulevés par Thomas et Arden dans leurs écrits. C'est d'abord d'aborder des questions relatives aux perspectives et expériences, comme Maud-Christine l'a mentionné. C'est d'offrir un potentiel d'information pour les politiques ou encore la pratique. Puis aussi, ça permet d'aborder des questions relatives à un besoin d'une intervention, à l'adéquation, l'acceptabilité, ainsi que l'efficacité, sans pour autant qu'on reste qu'on préserve tout l'aspect de la revue systématique finalement. Donc, je vais poursuivre avec les 2 objectifs. Donc, on avait familiarisé avec la méthode, mais aussi identifié les éléments d'évaluation pour les principaux éléments d'évaluation de la qualité des études et de l'analyse télématique. Donc, ça va être abordé dans les prochaines diapos. La méthode choisie, comme je vous ai mentionné, c'est celle de Thomas et Arden. Ils ont fait une publication en 2008 qui résume très bien comment réaliser la synthèse thématique. Et par la suite, ils présentent quand même d'autres articles en référence qui ont utilisé encore une fois cette méthode-là eux-mêmes pour aider les chercheurs à pouvoir se référer puis réaliser la synthèse thématique. La méthode comprend 4 étapes. D'abord, l'identification des articles, l'évaluation de la qualité des articles, l'extraction des données et la synthèse thématique. Donc, on va regarder chacune de ces étapes-là en détail. Pour la première, l'identification des articles, ce qui est suggéré, c'est d'avoir une identification qui est dirigée. Donc, on ne vise pas l'exhaustivité, en fait, dans cette méthode. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir des articles qui vont être spécifiquement en lien avec la question. Et on vise aussi, c'est pas de prédire, c'est vraiment d'interpréter les résultats. Donc, on veut avoir une bonne saturation conceptuelle, qu'on est capable de bien comprendre nos thèmes qu'on va identifier finalement. Pour l'évaluation de la qualité des articles, c'est l'approche, ce qui souligne Thomas et Arden, d'utiliser une approche d'analyse de sensibilité. En fait, il est sorti, et il n'était pas sorti encore à ce moment-là quand ils ont publié, mais il est sorti un article très intéressant de Carole et Booth en 2014 qui explique clairement qu'est-ce qu'on s'attend pour l'analyse de sensibilité dans des synthèses thématiques, ce qui était quand même une bonne source de référence pour réaliser cette portion-là. Ce qui ressort de l'article, il y a 4 conclusions qui ressortent. D'abord, c'est de procéder à une évaluation critique. Donc, c'est important ce qui souligne d'être critique en évaluant les articles. Donc, oui, d'utiliser une grille d'évaluation, mais aussi de faire une analyse de sensibilité. C'est un peu ça qui ressort. Le deuxième point, c'est d'utiliser une grille d'évaluation de la qualité qui va être selon l'expertise des chercheurs. Donc, c'est bien important, ce qu'ils mentionnent, c'est d'aller selon votre expertise, votre niveau d'aisance, mais aussi d'identifier c'est quoi les critères qui pourraient influencer les résultats de la recherche. Donc, d'avoir ça en tête quand on choisit une grille pour être capable de sélectionner des critères qui semblent les plus appropriés. Et par la suite, choisir la grille en fonction de cela. Et un des autres aspects qui était quand même intéressant par rapport au choix de la grille, c'était de privilégier une grille qui va être multidimensionnelle. Ensuite, le troisième point, c'était l'exclusion des articles peut influencer la synthèse. Donc, ce qu'il mentionnait, c'est de pas nécessairement, il n'y a pas de consensus actuellement dans la littérature pour l'exclusion des articles. C'est soulevé aussi dans Thomas et Arden. Et d'ailleurs, Thomas et Arden n'ont pas fait de l'exclusion des articles. Ce qu'ils proposaient, c'est vraiment de faire une analyse de sensibilité à la place.
et de regarder est-ce que finalement, quand on regarde les articles, est-ce que tous les thèmes et sous-thèmes qu'on a identifiés sont explorés, dans quel article ont été explorés. Et souvent, ce qui en ressort, c'est que quand c'est un article qui présentait répondait moins bien au niveau de la grille d'évaluation de la qualité, donc une plus faible qualité, bien souvent, ce que ça démontrait, c'est que même si on enlevait l'article, d'un sens, on allait quand même aller toucher les thèmes et les sous-thèmes avec les autres articles parce qu'il n'apportait pas nécessairement des thèmes nouveaux ou du contenu nouveau. Puis finalement, un dernier aspect, c'était de faire l'analyse de sensibilité après la synthèse à la toute fin. Donc, pour ce qui est du choix de la grille pour l'évaluation de la qualité des articles qualitatifs, Thomas Searden ne mentionne pas un choix en privilégié d'emblée. Il y a quand même une flexibilité à ce niveau-là. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est l'article de O'Brien et Hall, publié en 2014, qui répertorie 24, en fait, grilles qui existent dans la littérature. Donc, il en existe plusieurs qu'on connaît. Entre autres, il y a le Antrek qui a 21 énoncés, donc on peut voir qui en fait partie de la liste qui est répertoriée. On a aussi le Medical Journal of Australia, le MJA, qui contient dans ce cas-ci 15 énoncés. On a aussi lui est très connu aussi, le Critical Appraisal Skills Program, le CAPS. Dans ce cas-ci, il contient 10 énoncés. Donc, c'est des exemples de grilles qui existent. Dans leur article, O'Brien et Hall, ce qu'ils ont fait au final, c'est que oui, ils ont répertorié 24 grilles existantes, mais à partir de ça, ils ont développé leur propre grille. Et on voit que dans ce cas-ci, il y a 21 énoncés pour essayer d'aller rechercher ce qu'on retrouvait dans toutes les grilles existantes. Donc, ce qui est quand même aussi intéressant. Fait qu'on peut voir dans la colonne de gauche les 21 énoncés et on voit ici en haut, les numéros représentent les différentes grilles, les 24 qui existent, et on peut observer quelle grille répondait à l'ensemble des critères qu'eux avaient identifiés finalement. Donc, avant de vous présenter qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que j'ai mis en application, je vais poursuivre avec les étapes, puis après ça, on vous le donnera en exemple. Donc, ce qui m'amène à l'extraction des données, la troisième étape. L'extraction des données, ce qu'il mentionne, c'est que c'est souvent un des enjeux de dire qu'on se limite aux citations dans les articles parce que, puis aussi à une section précise, à des contenus précis parce que les articles ne sont pas tous basés de la même façon. Donc, ce qui était suggéré par Thomas Searden, c'est d'aller avec autant la section résumée qui peut avoir l'information importante et intéressante qui ne serait pas reprise dans la portion résultat, mais aussi d'inclure la portion résultat et toute la section résultat, donc pas seulement les verbatims, mais l'ensemble de la section au complet. Puis finalement, ça nous amène à la dernière étape qui est la synthèse thématique. Donc, comme je vous mentionnais, on a trois portions. On a d'abord le codage ouvert inductif ligne par ligne. Donc, on regarde chaque ligne et on identifie nos codes à partir de ça pour élaborer des thèmes descriptifs. Par la suite, on va réaliser la deuxième étape, souvent en parallèle, donc un codage axial, de regarder est-ce que globalement, au-delà de ligne par ligne, est-ce qu'on a d'autres contenus qu'on pourrait, est-ce qu'on garde le sens, mais aussi d'aller revérifier avec les différents articles, puis revoir est-ce qu'on en a ajouté d'autres, s'assurer finalement d'une cohérence dans le codage aussi avec tous les autres articles codés. Et les étapes 1 et 2, comme je vous dis, sont en parallèle, mais aussi ce qui est assez intéressant, c'est que c'est très près des résultats. Donc, on reste pratiquement collé aux résultats qu'on a identifiés. Par la suite, on va un peu plus, comme je vous mentionnais, un peu plus au-delà des résultats. Donc, on est plus cette fois-ci dans les thèmes analytiques. Donc, on est plus dans nos thèmes où on analyse finalement qu'est-ce qui en ressort. Donc, je serais rendue à l'exemple, ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qui a été fait puis à mieux comprendre la méthodologie de Thomas Searden. L'exemple, c'est comme je vous mentionnais, c'est un article qui est tiré de mon doctorat, de ma recension des écrits au doctorat. Donc, ça a été fait par moi-même avec mes directrices, Catherine Hudon à ce moment-là au doctorat, Maud-Christine Chouinard, puis Edith Ellefson.
Il y a 2 autres collaboratrices, on a Sarah Lafontaine et Louise-Catherine d'aujourd'hui aussi qui ont collaboré. Donc, le but de la synthèse thématique, c'était, bien sûr, on reste centré parce qu'on l'a mentionné, c'est autour de l'expérience, donc décrire l'expérience du prénatal infirmier des femmes enceintes en contexte de vulnérabilité selon leur perspective. Pour la première étape, l'identification des articles, comme on le mentionnait, ce n'est pas exhaustif nécessairement, mais c'est d'aller que ce soit dirigé. Donc, ça a été élaboré avec 2 spécialistes de l'information, de la stratégie, avec le PICO qui portait sur les femmes enceintes, les soins infirmiers et l'expérience. Au niveau, et on n'a pas ciblé de contexte de vulnérabilité précis puisque on ne voulait pas, et ça en faisait énormément, puis c'était plus simple de ne pas l'inclure, puis finalement d'identifier les articles qui l'abordaient au final. Donc, pour l'inclusion, c'était des articles qui portaient sur le suivi prénatal infirmier en soins de première ligne, des études qui portaient sur l'expérience des femmes enceintes en contexte de vulnérabilité, des études qualitatives ou mixtes et qui étaient soit écrites en anglais ou en français. Au niveau de l'exclusion, c'était tous les articles qui, oui, abordaient il abordait plus une portion précise, c'est-à-dire la fécondation, l'accouchement, la période postnatale. Donc, c'était pas. On pouvait inclure des articles des fois qui incluaient un petit peu tout le processus, mais si on n'était pas capable de retrouver aucune portion du suivi prénatal, il était exclu. Les études sur le deuil prénatal, la fausse couche, les avortements. Quand ce n'était pas possible de savoir est-ce qu'il était question de l'infirmière, puis où est-ce qu'on se situait, est-ce qu'on est en soins de première ligne, et tout ce qui est en contexte hospitalier également. Donc, ça a été fait dans 4 bases de données, Synal, PsycInfo, Medline et MCare. Une fois le tri des doublons, puis le tri selon les critères de sélection, on a retenu 14 articles au final pour la synthèse qualitative. Ce qui m'amène à l'évaluation de la qualité. J'ai mis un petit astérix, l'analyse de sensibilité, on se souvient, c'est fait à la fin, comme le recommande Carole et Booth. Donc, je vais vous présenter pour l'instant seulement l'évaluation de la qualité et je reviendrai plus tard pour l'analyse de la sensibilité. Donc, dans mon cas, j'ai choisi finalement la grille qui a été développée, le SRQR, le Standards for Reporting Qualitative Research de O'Brien et Hall, parce que pour différentes raisons. D'abord, comme on l'avait mentionné, Carole et Booth, il faut que ce soit selon notre expertise. Moi, j'étais débutante en recherche qualitative. C'était mes premiers travaux en qualitatif. Donc, je trouvais que c'était approprié d'utiliser cette grille-là qui était quand même bien détaillée, qui expliquait aussi comment l'utiliser, comment la compléter aussi. Un autre aspect intéressant, c'est que Carole et Booth soulignait de considérer est-ce qu'il y a des facteurs, des critères qui peuvent influencer les résultats. Et dans cette grille-là, je l'ai ici, on peut voir il y a des astérix, par exemple, au niveau méthodologique, beaucoup, il y en a, surtout dans cette section qu'on les voit. C'est tout ce qui est en lien avec le rationnel, donc des éléments qui sont quand même importants au niveau des résultats. Par exemple, le contexte, quel est le rationnel pour le choix du contexte? On avait aussi la méthode de collecte de données. Fait qu'il y avait quand même des indices d'éléments importants à considérer que je trouvais intéressants. Puis, comme on l'a vu, ça recoupait quand même pas mal toutes les autres grilles existantes, donc elle était assez complète, ce qui m'a amené à l'utiliser. Comme je vous ai mentionné, on a 21 énoncés. Le SRQR, ce qui a été fait a été complété par 2 personnes, puis on a eu un consensus pour s'assurer que est-ce qu'on a complété de la même façon l'évaluation de la qualité des articles. Ce qui ressort pour l'évaluation, en fait, comme je vous ai mentionné, il y a 14 articles que je vais vous présenter tout à l'heure. Ce qui en ressort pour l'évaluation, comment on a procédé finalement, c'est que quand l'élément était absent, il y a un X. Et quand c'est présent, ben, il n'y a aucune information. Donc, on peut observer que l'étude de Yacong était complète, donc elle répondait à tous les critères, les 21 énoncés. Par la suite, c'était suivi des études de Berry, Sanders et Whitey qui qui manquaient seulement 1 ou 2 éléments de la grille. Il y en a d'autres qui présentaient un petit peu plus d'éléments manquants. Donc, on avait Blackford, Texera et Hubbard. Dans ce cas-ci,
Ils n'ont pas été exclus, mais c'est seulement de le considérer au niveau de l'analyse et l'interprétation à la fin. Puis, ce qui est quand même intéressant avec Carole et Booth, ce qu'ils soulignaient, c'est que d'exclure, ça pouvait nuire à la qualité de la synthèse thématique. Donc, d'où ne pas les considérer que c'était important de ne pas les exclure parce qu'en fait, on peut aller chercher d'autres contextes qui peuvent améliorer la transférabilité, de dire, ben, écoute, il existe d'autres contextes que c'est applicable, par exemple. Donc, ça ressemble à ça. Puis, on peut observer qu'il y avait 4 éléments qui étaient souvent absents dans les articles, qui étaient moins rapportés, en fait. Donc, on a le paradigme. On avait ensuite, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer la crédibilité au niveau des études? On a aussi les caractéristiques du chercheur et le 20e énoncé, c'est les conflits d'intérêts. Donc, c'était les 4 qui étaient un petit peu moins rapportés dans les études. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qui est de l'évaluation de la qualité. On reviendra pour la sensibilité. Troisième étape pour l'extraction des données, comme on l'a mentionné, c'est toute la portion des résumés et résultats. Donc, l'extraction de données présentant tout ce qui présentait le point de vue des femmes, finalement, a été considéré, puis qui était vraiment spécifique au suivi prénatal infirmier. Donc, pour les études, on en a 14, comme je vous ai mentionné, qui datent de 1995 à 2019. Différents devis qui étaient présentés. On peut voir que les tailles d'échantillons variaient de 4 à 34 personnes. Il y a plusieurs contextes de vulnérabilité présentés dans les études que je vais vous représenter tout à l'heure, donc je vous en ferai un beau résumé. Et ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a différents pays, principalement c'était les États-Unis et le Canada, mais il y avait des études quand même en Afrique et d'autres qui étaient au Brésil, comme on peut voir ici. Maintenant, pour l'étape 4, qui est le codage, qui est finalement la portion qui nous intéresse pour la synthèse thématique, le développement de la synthèse, comment que ça s'est fait? Donc, ici, il y a eu d'abord un codage ligne par ligne, c'est-à-dire vraiment de rester collé au thème qui était mentionné. Donc, est-ce que on disait qu'est-ce que les femmes mentionnaient spécifiquement? Donc, on voit un exemple. Ici, on parlait de la relation qui était familière. Donc, on mentionne la relation familière avec l'infirmière qui était ce qui était identifié. L'autre aspect, on peut voir que Elena, par exemple, a reçu des échantillons de vitamines par l'infirmière qui comprenaient ses difficultés financières. Donc, on voit ici qu'on a une considération du contexte de vulnérabilité. On a donné des échantillons de vitamines. Ce qui nous amène un petit peu plus loin après ça, à aller au-delà des résultats. Donc, on était plus dans le codage, ligne par ligne, de qu'est-ce qui ressort. Et on est allé, je pense que je la remettrai plus avant, celle-là. Ce qui nous amène à la synthèse où on est plus dans le codage, dans les thèmes analytiques. Donc, c'est d'aller au-delà, de regrouper finalement qu'est-ce qui a été identifié dans les différents thèmes. Ça a été, bon, il y a eu plein de remaniements au niveau des codes, les renommer, ça c'est sûr. Mais par la suite, on les a regroupés, on les a fusionnés, puis après, pour former, ben, OK, ça va dans la qualité de la relation infirmière-femme enceinte, que tout ce qui touchait leur perception sur comment est-ce qu'il y a de l'écoute, est-ce qu'on a une proximité parce qu'on est familière, Donc, tout ça, ça a permis de créer nos thèmes qui étaient encore une fois assez près. Puis après ça, on a développé les plus analytiques. Donc, je vais vous l'expliquer plus en détail. Il y en avait 3 thèmes plus analytiques qui ressortent que je vais vous présenter. Puis, je vous expliquerai finalement globalement la synthèse par la suite. Donc, avant de tomber dans les thèmes, je vous avais dit que j'allais revenir sur les contextes de vulnérabilité des femmes qui sont ici. Donc, on avait la difficulté financière qui ressortait, des caractéristiques culturelles et religieuses, donc tout ce qui est les croyances, le fait d'avoir une autre langue maternelle, les caractéristiques physiques, biologiques, comportementales. Ça incluait, il y avait des femmes qui présentaient des situations de handicap, donc la surdité. On avait aussi des maladies, notamment le diabète, la maladie de Crohn, d'autres troubles de santé comme le VIH. Faible niveau d'éducation, littératie, difficultés sociales, donc l'isolement social, minorité sexuelle et de genre, donc la communauté LGBTQ qui était entre autres répertoriée dans nos études, puis les contextes environnementaux, notamment le fait d'être en région éloignée, qui était un des aspects qui ressortait beaucoup. Donc,
nos thèmes analytiques qui ont ressorti, finalement, on le voit avec le premier, c'est l'expérience des femmes est façonnée par les soins prénataux. Et dans les soins prénataux, finalement, ce qu'on a inclus, c'est 4 aspects: la qualité de la relation, la considération des contextes de vulnérabilité, la qualité de l'information, puis tout ce qui est l'accessibilité, l'organisation et continuité des soins. Ici, on peut voir que dans le premier thème, le premier sous-thème, en fait, la qualité de la relation infirmière-femme enceinte, les femmes pouvaient mentionner que c'était présent ou non présent, tout dépendamment si on avait la présence d'écoute, si on avait de l'ouverture, du respect, si aussi tout ce qui est la façon qu'elles étaient, qu'elles se faisaient approcher, par exemple. Pour certaines femmes, il pouvait avoir de la violence verbale, physique, d'autres non. Il y avait aussi le fait de se faire traiter comme un enfant qui était relevé dans des études, alors que pour d'autres, c'était pas le cas non plus. Donc, il y avait des expériences assez variées au niveau de la qualité de la relation. Puis aussi, il y avait tout ce qui était proximité de la relation qui allait à l'intérieur. Donc, est-ce qu'elle se sentait proche de l'infirmière, comme une amie, comme qui était familière, ou c'était pas le cas. Donc, on peut voir ici un exemple qu'elle a parlé à l'infirmière, puis qu'elle était honnête, qu'elle lui a donné des idées aussi. Donc, c'était quand même, elle avait apprécié dans son cas. Si on continue, le prochain, c'est considération sous-thème, c'est la considération des contextes de vulnérabilité. Donc, on a tout ce qui est considéré les contextes de vulnérabilité que je vous ai nommés tout à l'heure. Est-ce que les infirmières parfois le faisaient, parfois non? Ici, on a un exemple d'une citation que c'est une femme qui est queer qui mentionne que dans son cas, elle a une partenaire, donc elle se retrouve à aller à voir l'infirmière, puis l'infirmière lui demande est-ce que vous avez une relation sexuelle avant de faire le pap test? Puis finalement, ça ne s'adressait pas à elle, puisqu'on est dans un couple homosexuel, une queer, puis une personne de la communauté LGBTQ+. Donc, dans ce cas-ci, ce n'était pas applicable, en fait, et l'infirmière aurait pu ajuster son discours finalement pour considérer leur réalité, leur contexte, ce qui n'a pas été fait. Mais il y a eu des expériences positives aussi que ça a été considéré. Un autre exemple, un autre sous-thème, c'est la qualité de l'information du soutien le soutien qui pouvait être présent ou non. Il pouvait sentir qu'il était soutenu. Parfois aussi, pour l'information, c'était soit qu'il était cohérente ou incohérente, complet ou incomplet, clair ou c'était pas suffisamment clair. Parfois, ça pouvait être redondant. Donc, c'était quand même des caractéristiques soulevées au niveau de la qualité de l'information. Ici, vous avez un exemple pour l'étude de CRICO où on a de l'information qui était vraiment bien. Puis en plus, elle a soutenu avec des images, donc c'était quand même intéressant pour la faire. C'était quand même complémentaire. Et le dernier, c'est l'accessibilité, l'organisation, continuité des soins prénataux, toujours dans le thème 1. Dans ce cas-ci, c'est tout ce qui est l'accès, le transport. Est-ce qu'on avait accès à une personne interprète, que ce soit en raison de la langue maternelle ou en raison de la surdité? Est-ce qu'on avait aussi l'organisation? Est-ce que c'était le temps d'attente? Est-ce que c'est toujours la même infirmière qui fait le suivi? C'était quand même des enjeux qui étaient soulevés. Ici, on a l'exemple dans l'étude de Berry, que c'était difficile d'avoir un rendez-vous. I have to take the bus. I get dizzy, so I have to get off and wait. Then I take another bus. And I have to walk with my girl to school. And if my daughter is slow, I miss the bus. The next bus doesn't transfer, so I have to walk to the clinic. So then it takes me an hour. So, dans son cas, ça le démontre bien, un enjeu de transport qui fait que c'était quand même difficile d'avoir accès aux soins. Finalement, on avait le thème 2, la satisfaction des attentes des besoins, où on présente finalement que les attentes et besoins découlent souvent soit des expériences précédentes, que ce soit parce qu'on a déjà eu, on a déjà eu un suivi, c'était rapide, on s'attend que ça soit plus rapide, par exemple, ou encore en raison des contextes de vulnérabilité qui fait qu'on peut s'attendre d'avoir un interprète si on a une situation de handicap, par exemple. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que souvent, quand l'attente et les besoins étaient considérés, c'était par l'attitude de l'infirmière et comment elle agissait. Dans ce cas-ci, l'infirmière a posé des questions, si elle avait
si elle voulait, if anyone she wants to know, s'il y avait quelque chose qu'elle voulait savoir, si il y avait des informations manquantes, s'il y avait des préoccupations. Donc, c'était la façon qu'elle s'en rendait compte. Au final, ce que ça nous donne, toujours, on a 3 thèmes qui sont très collés au résultat, 3 sous-thèmes, la poursuite. Les femmes pouvaient soit décider de poursuivre leur suivi, trouver des solutions ou encore le cesser. Et notre thème qui est global, finalement, qui est plus analytique, c'est la décision concernant leurs soins prénataux. Donc, on peut voir que tout comment ça se passe, leur expérience va venir influencer finalement leur décision au niveau du suivi prénatal. Il y a certaines femmes que ça allait bien, puis ils poursuivent, puis ça se passait bien, puis il n'y avait pas d'enjeu, mais c'est plus quand il n'y avait pas d'expérience qui leur convenait, ils pouvaient quand même poursuivre même si ça ne convenait pas. Il y en a qui trouvaient des solutions comme des applications pour des traductions ou encore d'aller de poser des questions à d'autres personnes ou encore elle se cessait complètement le suivi et elle allait consulter ailleurs. Puis qu'on voit l'exemple ici que l'infirmière est supposée dire ce qui ne va pas. Puis là, elle dit des choses que ça ne lui convient pas. Alors, elle a décidé de préserver silence, de ne pas se prononcer, ce qui est quand même un enjeu. Donc, elle poursuit son suivi tel quel, même s'il ne lui convient pas. Donc, ce qui ressort au niveau de la synthèse puis la façon de le représenter, puis ce qui est intéressant avec Thomas Harden, finalement, la synthèse thématique, c'est une représentation qui est globale des thèmes. Ici, je vous l'ai présenté sous forme de figure. C'est sûr qu'on peut le présenter sous forme, puis là, c'était la diapositive tout à l'heure, excusez, je vous étourdis un peu. Mais c'était la figure que je voulais vous présenter ici. On a moyen aussi d'organiser les thèmes en fonction visuellement comme ça, de façon plus textuelle. Et le but, c'est de ressortir finalement la structure logique où on voit nos thèmes qui sont précis, nos codes qui vont devenir éventuellement plus sous forme de thèmes avec nos sous-thèmes. Puis on voit la portion plus analytique qui est en haut, avec nos titres en grand. Donc, si je repense ce que j'étais rendue. Et globalement, c'est ça. Donc, on voit que finalement, pour les femmes, dans le cas de mon étude, ce qui est important, c'est de considérer leurs attentes, leurs besoins, parce que ça va venir influencer, tout comme leur expérience de suivi, va venir influencer leurs décisions. Puis leur expérience va être façonnée par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la qualité, la considération des contextes, l'information reçue, puis l'accessibilité. Ce qui va faire qu'on peut se retrouver avec une femme qui reste et qui est suivie encore par une infirmière ou un infirmier, mais on peut se retrouver avec une femme qui va quitter, qui peut complètement cesser les suivis ou aller ailleurs. C'est une possibilité. Je vous avais parlé que l'étape 2, je la gardais pour la fin, mais j'y reviens. Donc, l'analyse de sensibilité à la fin. L'analyse de sensibilité, elle a été faite encore une fois en collaboration avec une autre personne pour regarder finalement est-ce que tous les thèmes qui ont été identifiés dans les études, quelle étude identifie quel thème et sous-thème. Donc, on peut voir quand c'est un X, ça veut dire que c'est présent. Donc, Berry abordait tout ce qui est l'expérience, la qualité de la relation, les soins humanistes. Donc, on voit tout le contenu qui était abordé dans l'étude de Berry. Ce que ça nous dit finalement, c'est que les 3 études qui étaient un petit peu moins présentes, répondaient moins au niveau de la qualité. On avait Blackford notamment. Tout ce qui est coché dans Blackford est aussi présent dans les autres études, tout comme on avait pour Texera. Donc, Texera non plus n'ajoute pas d'éléments nouveaux. Si ça se poursuit sur 2 pages, on a la suite. Donc, ce qui est quand même assez intéressant finalement, c'est que comme Carole et Booth l'ont mentionné, même les études qui sont un petit peu moins de bonne qualité, ça ne veut pas dire que si on les enlève, on va quand même avoir nos thèmes, nos sous-thèmes, donc ça ne nuit pas aux résultats. On ne les enlève pas, mais au final, ce que ça nous dit, c'est qu'ils n'ont pas eu d'impact majeur au niveau de nos résultats pour les influencer, ou encore qu'il y a eu un seul thème ou sous-thème qui dépendait de cet article-là.
Finalement, on va y aller avec les avantages et les défis de la méthode. Donc, je vais laisser ma collègue Christine reprendre le relais. Oui, bien sûr. Bien, donc, on va poursuivre avec ça. Tu peux aller à la diapo suivante. Voilà. Donc, quand Émilie nous a proposé d'utiliser l'approche de Thomas et Arden, bien, elle est arrivée avec des arguments convaincants. Euh, Elle a parlé de la méthodologie détaillée et comme elle était assez novice dans les approches qualitatives, ce qui n'était pas le cas là, de l'équipe de direction, mais pour elle, d'avoir toutes ces informations-là, on a jugé que c'est très, très utile. Le fait aussi qu'il y a une flexibilité dans les éléments méthodologiques, comme le choix d'outils d'évaluation de la qualité, euh, c'était un élément appréciable. Émilie, dans sa posture épistémologique, a toujours été orientée vers une perspective plus pragmatique, aussi expérientielle, en voulant apporter des informations concrètes, des orientations pour améliorer le suivi prénatal des femmes en contexte de vulnérabilité. Donc, on pense que l'approche de Thomas Arden était particulièrement bien orientée là, dans cette perspective-là et en cohérence aussi avec sa posture, la posture du constructivisme, qui n'est pas le cas avec toutes les approches de synthèse thématique qualitative, de revue thématique qualitative, je veux dire. Ben, les défis, c'est sûr, c'est les thèmes analytiques. Le fait d'avoir fait le travail en équipe, bien sûr, ça l'a aidé, mais vous savez, quand on fait une triangulation de chercheurs, ça prend certaines discussions pour en arriver à la perspective, là, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on interprète des résultats. Puis, finalement, il y avait peu d'études sur l'analyse de sensibilité avec, c'est ça, une étude avec une plus faible qualité qui contribue peu. Voilà. Je te laisserai terminer, Émilie, si tu veux bien. Ah oui, bien écoutez, donc c'est les personnes qui ont participé. Donc, on avait les spécialistes d'information. Il y avait les directrices de doctorat, Catherine Dom, Christine Chouinard, puis Edith Tellefson, à la réalisation de toute cette, notamment la synthèse quand même à faire reconnaître, puis les organismes subventionnaires qui ont financé au long du doctorat. Donc, on avait l'Ordre, le RISIC aussi, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, puis les fonds de recherche aussi du Québec. Donc, on serait pas mal rendu à la période de questions. On a les références, bien sûr, aux besoins. Je t'embêter si j'arrête le partage ou pas. Merci beaucoup, Madame Milon. Merci également, Madame Chouinard, à vous deux pour votre présentation qui nous a permis d'avoir une très belle introduction, je trouve, à une méthode de revue systématique qui est peut-être moins bien connue, puis d'avoir un peu aussi cette illustration-là à travers l'exemple de la revue que vous avez menée. Je pense que ça a été extrêmement enrichissant pour nous permettre de bien comprendre justement comment appliquer concrètement ces étapes-là à un vrai projet. Comme que Émilie vous le disait, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, vous pouvez poser vos questions à nos conférencières en utilisant la fonction Q&A au bas de votre écran. On a des questions justement qui commencent à entrer. Donc, si vous voulez, j'irai déjà avec une première question de Annie Rioux-Dubois qui nous dit en fait, excellente présentation. Avez-vous utilisé un cadre théorique dans le cadre de cette synthèse thématique? Merci. Donc, une question qui fait plus référence à peut-être à votre perspective théorique. Vous mentionnez aussi tantôt que les chercheurs eux-mêmes ont différents peut-être paradigmes, différentes visions. Donc, est-ce que vous-même, vous aviez une vision, un cadre théorique à travers lequel vous analysiez vos données? Ben, c'est une bonne question d'abord. Merci, Madame Rioux, pour le commentaire. Puis pour la question, en fait, c'est purement inductif. Donc, on n'avait pas de cadre théorique pour l'analyse. Donc, ça a été, on a développé les codes au fur et à mesure qu'on lisait les articles. Il n'y avait pas de cadre qui le soutenait.
Puis Thomas et Adam non plus n'ont pas suggèrent une méthode inductive, donc ça demande quand même de tout créer. On avait quand même, c'est sûr que puis c'est cohérent aussi avec la posture épistémologique où on est dans le constructivisme, ben, dans mon cas, là, je suis dans le constructivisme. Donc, c'est quand même cohérent où on développe, c'est purement inductif, on développe les codes au fur et à mesure. Il n'y avait pas, non, de cadre théorique. Merci. Je ne sais pas si ça répond bien. Merci beaucoup. Donc, on entend que c'est une approche ici qui est inductive, où il n'y avait pas nécessairement de cadre théorique à la base qui avait été Ouais. utilisé pour l'analyse des données. J'irai déjà avec une autre question. Donc, on a un autre commentaire dans le chat de Mme Valérie Loiseau qui dit merci beaucoup pour l'excellence de la présentation. Je mentionne en même temps que l'enregistrement de la présentation va être déposé sur notre site Internet dans les prochains jours et pourra être revisionné librement, comme vous le voulez, gratuitement. Une autre question que j'aurais pour vous, c'est que vous mentionniez au départ qu'il existe plusieurs méthodes de revue systématique qualitative. Je ne me rappelle plus le nombre exactement, puis vous les présenter toutes une après l'autre. Je me demandais, d'après votre expérience à vous, puis je pense entre autres aux étudiants, par exemple, qui pourraient nous écouter, ou même peut-être aux chercheurs en début de carrière, est-ce que certaines de ces méthodes-là qui vous apparaissent peut-être plus complexes ou plus longues à mettre en place ou qui ont peut-être davantage de ressources. Donc, par exemple, si je pense aux étudiants qui en font leur première expérience de revue systématique qualitative, est-ce que, par exemple, la revue que vous avez faite, ça vous apparaît un projet, par exemple, faisable pour un étudiant ou c'est quelque chose que vous considérez qui demande peut-être un peu trop de temps ou un peu trop de ressources comme première expérience peut-être dans le domaine des revues systématiques? C'est une bonne question. Merci Marc-André. Ben, je peux commencer, peut-être je laisserai mon Christine compléter. Tu as une bonne expérience aussi au niveau de la recherche. Ça te va-tu, Maud? Oui. En fait, ben, au niveau de l'aspect plus réaliste de la synthèse thématique, dans ce cas-ci, moi, je trouve que c'était, dans le cadre des études de doctorat, c'est réalisable. Surtout que c'est quand même une bonne. C'était mes premières expériences en recherche qualitative. Je voulais vous amener au début. C'est vers ça que je voulais aller, en fait. Euh, dans mon cas, c'était les premières expériences. Puis, vu que l'ensemble de mon projet était dans le qualitatif, je pense que c'était une bonne initiation, en fait, d'un bon début, de commencer avec une démarche qui est structurée, qui est claire, quand même, pour les étapes avec des exemples, des schémas, des figures, pour après ça poursuivre au niveau de l'analyse, plus au niveau des résultats du projet de doctorat. Donc, je pense que c'était un. Dans mon cas, c'est réalisable, c'est faisable. Il y a d'autres, j'ai de l'expérience pour d'autres revues. Dans mon, je considère que les autres sont plus, il y en a qui sont un petit peu plus complexes. Peut-être tout ce qui est qui sont un petit peu plus de mes connaissances, tout ce qui est méta-ethnographie ou des études comme ça. Mais je peux te laisser poursuivre, Maud, dans ton cas. Si, Mais le plus souvent, chacune de ces méthodes-là demande quand même assez de travail. On sait qu'on suit les oui, étapes régulières d'une revue systématique en nous trouvant les articles, en les identifiant. Euh, euh, L'autre enjeu aussi, c'est euh, la profondeur de l'analyse. En rétrospective, je crois que la méthode préconisée par Émilie était effectivement très réaliste dans un doctorat, puis ça rejoignait sa posture épistémologique, puis aussi sa visée interprétative. Donc, je dirais que chacune peut demander un certain investissement. Donc, j'irais plus en fonction de nos orientations épistémologiques et aussi la visée le principale de l'objectif. Voilà, c'est ce que je dirais parce que chacune de ces entreprises-là, il faut réaliser que c'est quand même quand on entreprend là, une telle démarche de synthèse, il faut quand même penser à tout le temps que ça va prendre. Mais comme Émilie l'a dit, avec l'approche de synthèse thématique, le fait que ce soit bien guidé et que les positions fassent du sens, là, de faire l'analyse à la fin, l'analyse de sensibilité, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on entend bien dans le cas de Mme Hudon. Donc, c'était une première expérience, si j'ai bien compris, en termes de revue systématique de synthèse des connaissances. Ça a bien été.
On entend aussi cette idée-là que, comme tous les autres types de revues systématiques, il y a des étapes qu'il faut passer aussi au travers, tout ce qui est la sélection, l'identification des écrits, puis qui peut demander tout de même un certain temps, comme tous les autres types de revues systématiques. Donc, à garder en tête lorsqu'on se lance dans un projet comme celui-là. Une autre question qu'on aurait pour vous, vous mentionniez à la fin, lorsque vous parlez plus spécifiquement de la synthèse thématique. Donc ici, on comprend que votre source de données en tant que telle, c'est des articles de résultats que vous avez identifiés, où vous allez coder dans un logiciel la section des résultats ou peut-être même d'autres sections de l'article pour peut-être les réinterpréter ou pour répondre plus directement à la question de recherche que vous posez. La question que j'aurais pour vous, c'est comment est-ce que vous comparer un peu peut-être la complexité ou la difficulté à faire une analyse à partir d'écrits de d'autres personnes, donc à partir d'articles de recherche, versus par exemple l'analyse qualitative comme on peut la connaître lorsqu'on a par exemple des verbatims d'entrevues, donc ce qu'on connaît plus usuellement, plus habituellement dans le cadre d'une recherche qualitative. Donc comment est-ce que ça se compare d'avoir par exemple les verbatims d'entrevues individuelles versus la section des résultats d'un article qualitatif qu'on va réanalyser. Je comprends que les chercheurs ne se posent pas tous nécessairement exactement la même question que vous posez. Vous mentionniez tantôt peut-être des fois la crainte de peut-être s'éloigner du propos, peut-être dénaturer le propos. Vous mentionniez également qu'il y avait des étapes aussi en équipe qui devaient se faire quand même, donc des discussions entre les chercheurs. Donc, comment est-ce que vous comparez un peu ce type d'analyse-là versus l'analyse qu'on pourrait faire dans le cadre d'une recherche qualitative? Une excellente question. Merci, Marc-André. En effet, c'est vrai puis même avec l'expérience, là, c'est quand même deux choses différentes dans la mesure où il y a déjà eu un traitement de l'information qui a été fait dans les articles. Et Carole et Booth, en fait, non, c'est dans Thomas et Ardon le soulignait que c'est un des enjeux aussi, puis ça peut être une certaine limite au niveau de l'analyse parce qu'on est quand même confronté aux résultats qu'on a à travers les articles. Donc, on ne peut pas. Oui, c'est un peu le même principe, par exemple, avec des entrevues, cependant, parce que selon comment a été notre entrevue, notre entretien, comment a été la discussion, on est limité avec ce qu'on a aussi. Limité, dans le sens que on a l'information qui nous est présentée. C'est sûr qu'avec un entretien, on a les verbatims complets, ce qui peut être plus facile des fois de suivre tout le fil conducteur, tandis que dans ce cas-ci, non. Puis oui, Thomas Serdin a dit que c'est quand même une des limites d'une certaine façon. Sauf que je pense qu'au final, toutes les études qui repartent des autres études ont la même contrainte. Donc, c'est une limite qui est quand même réaliste pour les autres. Puis un autre enjeu aussi qui était quand même soulevé, que je vous ai mentionné, c'est le fait que les études ne sont pas présentées tous de la même façon, on n'a pas la même présentation des résultats. Donc, ça aussi, c'est à considérer quand on analyse. Il n'y avait pas nécessairement dans ce cas-ci d'enjeu majeur parce que quand même, on était dans le quali, la représentation était sensiblement la même, je dirais. Donc, ça a quand même bien été à ce niveau-là. Mais c'est sûr, c'est une des limites. On a déjà une lunette qui a été mise au niveau des résultats, puis on doit partir de ce qui nous est présenté. C'est sûr, je dirais que l'élément clé, c'est de se rapporter beaucoup au verbatim. Puis c'est un peu aussi la qualité des études, c'est de voir est-ce que les verbatims sont cohérents avec ce qui nous est présenté. Mais quand on se rapporte beaucoup au verbatim, au contenu, puis qu'on comprend le sens, bien ça aide aussi. Même si on prend la globalité, je dirais que dans l'interprétation, c'est quand même considéré, OK, est-ce qu'il y a un lien qui a été fait avec les verbatims, ce qui a été dit? Puis aussi, est-ce que c'est clair, là, parce que dans mon cas, c'était le suivi prénatal. Ben, des fois, quand c'est pas clair, est-ce qu'on parle de l'infirmière? Est-ce qu'on parle de quel milieu qu'on parle? Ben, là, ça a été exclu automatiquement. Tout ce qui n'était pas clair, ben, je ne l'intégrais pas dans mes résultats et dans mon analyse parce que ça ne permettait pas d'avoir une certitude de ce qui était présent. Ben, une certitude. On n'était pas certain de qui était abordé. Est-ce que c'est les infirmières, les médecins? Donc, quand on n'était pas en mesure de savoir si ça répondait vraiment à la question, ça a été exclu. Fait que oui, on peut passer, ça reste une limite quand même. Et voulez-vous ajouter des choses, non? Merci beaucoup, Mme Hudon. Donc, on Merci. entend ici qu'on fait face un peu au même défi que tous les autres types de revues thématiques où on doit faire avec principalement ce qui nous est présenté comme matériel.
vous disiez, donc, dans les entrevues, des fois, on a la verbatim complète, donc on peut peut-être plus facilement suivre le fil conducteur. On entendait aussi votre conseil de vous coller le plus possible au verbatim de ce qui est rapporté dans l'écrit pour voir si l'interprétation qu'on en fait après ça fait sens avec la verbatim en tant que telle. Une dernière question que j'aurais peut-être pour vous avant la fin, donc il nous reste peut-être 2 ou 3 petites minutes. Vous nous parliez de l'analyse de sensibilité, cette idée-là peut-être d'exclure ou de tester si nos résultats se modifient, si jamais on enlève certains écrits qu'on considère peut-être, on peut dire comme ça, de plus faible qualité ou qu'il y a des lacunes au niveau de la manière que ça a été rapporté. Vous nous mentionnez également qu'à ce niveau-là, au niveau de l'analyse de sensibilité, il y a peut-être moins d'écrits méthodologiques qui détaillent ou qui appuient cette étape-là, donc qui nous permet peut-être d'avoir plus de balises, de principes sur lesquels s'appuyer pour appliquer cette étape-là. Comme vous avez réalisé vous-même une revue systématique qualitative, une analyse thématique. Je me demandais si, rapidement, vous pourriez me donner peut-être des petites recommandations, des réflexions que vous avez eues en lien avec cette étape-là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait améliorer peut-être sur le plan méthodologique cette analyse de sensibilité-là qu'on peut faire dans le cadre des revues systématiques qualitatives, ou quelles réflexions ou questionnements peut-être vous avez eu en appliquant cette étape-là en particulier, puis que vous pensez que la recherche pourrait peut-être essayer de répondre ou se concentrer au niveau méthodologique dans les prochaines années. Merci Marc-André pour la question. En effet, c'est une bonne question. Qu'est-ce que peut-être les réflexions que j'ai eues en le complétant, c'était des fois je me questionnais, mes réflexions personnelles, c'est est-ce que je mets assez de. J'avais le goût même d'aller jusque dans mes codes, de façon très précise, de dire, OK, est-ce que tous mes codes ont été abordés? Fait que ça a quand même été, moi, personnellement, un défi là, je voulais tellement aller m'assurer que, ben pas m'assurer, mais d'aller regarder la sensibilité de façon plus approfondie. Puis là, je me disais, non, OK. Fait que c'est plus de mon côté personnel de se parler parce que je pense que je me suis questionnée si on devrait aller plus loin encore au niveau à cet aspect-là. Sinon, les autres aspects au niveau de l'analyse de la sensibilité, je pense des questions qu'on peut se poser. C'est plus au niveau des qui reste quand même, je pense, du travail à faire. Puis je pense qu'il y a quand même une portion qui manque aux chercheurs parce qu'on dit, OK, est-ce que, puis Carole Héboult, je le mentionnais, quand les articles normalement, on dit puis ça a été mon cas, il n'y a pas les articles qui présentaient la faible qualité qui ont amené des concepts nouveaux ou des concepts qui n'étaient pas abordés. Ça, mon questionnement, c'est quand c'est le cas, ça reste quand même que la façon de le traiter, il y a quand même d'avoir une conscience du chercheur puis de se questionner, OK, mon article n'en traite, à quel point ça peut quand même influencer les résultats? Puis je pense qu'il y a une bonne portion du chercheur qui appartient et même à l'équipe de recherche qui est en arrière, de se questionner quand c'est un thème qui ressort, qui est amené par une étude, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que, oui, on le garde, mais quel bémol, quelle parenthèse qu'on peut faire au niveau de la transférabilité? Fait que je pense que c'est des questions que éventuellement un chercheur qui peut être face à cette méthodologie, à l'analyse de sensibilité, doit éventuellement se questionner sur, au niveau de l'interprétation, qu'est-ce qu'il va en faire du résultat à ce moment-là. C'est plus les questionnements que je pense qu'ils peuvent éventuellement suivre avec l'analyse de sensibilité. Au-delà de ça, ben moi-même, j'ai été surprise, par exemple, parce que je trouvais que ça démontrait bien ce que Carole Héboult disait. Je me dis, mon Dieu, je suis moi-même un peu surprise. Puis mais j'étais agréablement. C'était agréable à compléter. Je trouve que c'est une méthode qui est quand même simple. Puis il mentionnait, tu sais, on n'est pas dans les études quantitatives non plus. Fait que c'est quand même pas le but non plus d'aller évaluer les études en tant que telles. C'est vraiment plus d'aller voir, ben, quand on va les interpréter, qu'est-ce qu'on va en faire au niveau de la transférabilité. Puis, moi, dans mon cas, parce que je me suis dit, si j'arrive avec des contextes qui sont spécifiques, je pense pas que c'est un enjeu, par exemple, parce que la minorité sexuelle, ça montre quand même plus la diversité des contextes qui n'est pas quand même, qui pourrait
quand même être applicable. Fait que je pense que c'est dans la façon qu'on le chercheur le traite, on peut avoir des enjeux à ce niveau-là, puis ça demande une bonne consensuosité des chercheurs. Pour faire simple, là, finalement. Merci. Je me rends Merci. compte que je dépasse là. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Hudon, pour votre réponse. Merci également à vous et à Madame Chouinard pour votre présentation aujourd'hui, toutes les réponses que vous avez offertes à nos questions. Je vois que le temps file. Je vois également qu'il y a d'autres questions qui continuent à rentrer dans le chat. Je vous rappelle que les coordonnées de nos conférencières sont disponibles sur notre site Internet. Vous pouvez leur écrire personnellement à leur courriel si vous avez d'autres questions à la suite de leur présentation. Comme je vous disais également, l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui va être déposé sur notre site Internet dans les prochains jours et vous pourrez le visionner gratuitement et librement. En finissant, simplement vous mentionner que nous avons notre prochain webinaire du RISIC est prévu en fait mercredi prochain, le 15 mai, de midi à 13h. Il sera animé par M. Charles Bilodeau, qui est professeur adjoint à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke et qui aura pour titre « Repenser la supervision de stage en sciences infirmières, principes et opérationnalisation d'un devis de recherche-action participative dans le cadre d'une étude doctorale ». Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire et à nos autres activités à venir en mai et en juin en visitant notre site internet au www.risic.com. Merci encore infiniment à vous, Madame Hudon et Madame Chouinard, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle activité. Merci à vous. Bye bye.